départemental, Isabelle Dexpert, dont parmi l'ensemble des délégations, elle a celle de la lecture publique, dont elle vous parlera probablement tout à l'heure, en tout cas qui est très active dans l'animation du dispositif, qui fait que vous êtes ici toutes et tous rassemblés. Alors, j'ai quelques mots à vous dire, mais j'ai cru comprendre que c'était assez rythmé, le temps qu'on a pris pour des problèmes d'accident sur la route, un peu de retard. Mais vous dire tout de même que c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir cette journée de remise de prix. C'est aussi avec une certaine émotion que nous allons vivre ensemble cette 10e édition. 10 ans que des collégiennes et des collégiens du Conseil départemental des jeunes ont imaginé ce prix. Et d'ailleurs, je crois que dans la salle, certains d'entre vous sont des conseillers ou des conseillères départementales jeunes. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Mais il y en a quelques-uns qui se sont sentis tellement bien au conseil départemental, ils se sont dit pourquoi on ne reviendrait pas, et ont trouvé un subterfuge pour regagner ses rangs. Vous êtes bien sûr les bienvenus également. Je vous le disais, ça fait 10 ans que ce prix existe, 10 ans que nous nous retrouvons ensemble pour partager notre goût de la lecture, notre passion des histoires et des mots, de cette liberté de pouvoir imaginer, de voyager, de découvrir, de s'évader et bien sûr de découvrir l'autre. Et on a, grâce aux équipes du conseil départemental, mais également grâce à un certain nombre de collèges impliqués, j'y reviendrai, pu donner une certaine dimension pour ces 10 ans du prix, puisqu'il vous a été proposé que vous puissiez rencontrer dans vos établissements les anciens auteurs lauréats. Ainsi, Yael Hassan, qui était lauréate en 2011 pour son roman Libéré Raya, a rencontré les collégiens des collèges de Val-de-Sey, à Saint-Isan de Soudiac, Jean Monnet, mais vous avez aussi pu rencontrer pour certains d'entre vous évidemment Élise Fontenaille, qui avait été lauréate, vous vous en souvenez, pour Le garçon qui volait des avions, Claire Gracias aussi, que vous connaissez mieux encore puisque elle a eu son prix, elle a été lauréate en 2014 pour Orphans double disparition. Sont également venus deux autres auteurs, Taïmark Le Tan pour son roman Jonah les Sentinelles, et également Jean-Christophe Tixier qui était le lauréat l'année dernière pour son roman La Traversée. Signe d'un vrai succès, cet événement littéraire girondin rassemble chaque année toujours plus de participantes et de participants. Pour cette 10e édition, tenez-vous bien, ce sont 1500 élèves provenant de 51 collèges qui se sont inscrits pour élire le prix collégien lecteur de Gironde. Et donc, on a dû, pour des raisons d'organisation, pour vous permettre à toutes et à tous, évidemment, de profiter de cet événement, on a dû décomposer cette manifestation sur 2 jours. 2 jours, 37 collèges en tout qui vont être représentés, qui vont venir sur place pour vivre ces moments un peu particuliers. J'en suis évidemment parfaitement heureux. J'ai envie encore une fois de remercier toutes celles et tous ceux qui font que, eh bien, on peut se retrouver ici, parce que évidemment, au-delà de ces 2 jours, c'est énormément de travail tout au long de l'année qui implique, je le disais, évidemment les services du conseil départemental, mais également énormément de référents adultes de vos collèges. Sachez que sans eux, évidemment, il est peu probable que vous soyez là. Donc pensez à l'occasion à les remercier, parce qu'ils font ça de manière volontaire, et c'est aussi eux qui vous donnent le goût de la lecture et qui vous permettent, eh bien, de vivre cet événement. Je voudrais, pour poursuivre mon propos, emprunter quelques mots à Daniel Pénac, qui disait « Dès que se pose la question du temps de lire, c'est que l'envie n'y est pas.
La question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, tant d'ailleurs que personne ne me donnera, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons ici ensemble, si vous êtes ici, et quand je suis arrivé avec Isabelle d'Expert, on a même été étonné que certains d'entre vous aient encore un bouquin, et c'est très très bien, un livre à la main, c'est-à-dire que vous montrez vraiment votre appétit pour la lecture, mais c'est aussi, et pour reprendre la citation de Daniel Pénac, que vous, collégiens et collégiennes, vous avez fait le choix d'être heureux. C'est plutôt une très bonne chose. Alors, comme j'ai dit que je serais court, je vais l'être, mais vous savez, quand une femme ou un homme politique est à cette place, avec des micros, surtout quand il y en a deux, que j'ai un public extrêmement attentif, on a envie de prolonger le plaisir. Mais néanmoins, je ne le ferai pas. Je voudrais simplement vous parler du cadre du concours de nouvelles. Et là, ce sont 139 collégiens, dont les lauréats répartis en catégories. Donc évidemment, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, et également des prix spéciaux. Parfois, c'est compliqué de vous les partager. Donc, comme c'était un crève-cœur pour un certain nombre des personnes qui travaillent sur ce prix, on a inventé des prix. Donc, vous les découvrirez tout à l'heure. Évidemment, donc, ces 139 collégiens seront récompensés dans quelques instants au titre du... Ce prix se nomme « En temps de guerre ». Et il est remis à un collégien du collège Alfred Mauguin de Gradignan. Mais est-ce qu'on a les jeunes de Gradignan? Donc vous penserez bien à Romain Tessandier pour sa nouvelle La Guerre. On le félicite quand même. Alors on en a terminé pour les prix, mais comme Adeline me propose de rester ici et que je m'y plais bien, pour votre plus grand plaisir, j'imagine, je vais continuer à jouer les maîtres de cérémonie. De vous délivrer quelques indices. Et si vous avez la réponse, gardez-la pour vous. L'auteur est né, l'auteur lauréat, l'auteur est né le 5 d'un mois. Deuxième indice, il ou aime bien Victor Hugo. Je n'ai pas dit que ce serait simple. Troisième indice, il ou elle aime les couleurs, toutes les couleurs. Ah oui, d'accord. Mais qui c'est Il, elle aime les chapeaux de cow-boy. Et enfin, nous l'aimons beaucoup depuis longtemps. Avant de le découvrir ou de la découvrir, place à la découverte du palmarès du concours d'écriture, nouvelle à suivre. Merci à toutes et à tous et excellente journée. Il est né du conseil départemental des jeunes que j'ai l'honneur, l'immense privilège de présider. Il y a 10 ans, une commission, et là en l'occurrence la commission culture, a imaginé ce prix, et c'est ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui. Et puis bien sûr, même si l'idée était géniale, on l'a trouvé géniale déjà à l'époque, il a fallu un accompagnement politique, évidemment des élus du conseil départemental. Donc cette volonté du département que je vous disais tout à l'heure, et vous pouvez la saluer et largement l'applaudir aussi, Isabelle d'Expert, parce que c'est grâce aussi à elle pour tout vous dire, on vous explique comment ça fonctionne. Chaque vice-présidente et chaque vice-président a des délégations et un budget. Et en période de disette budgétaire, vous avez été attentif à l'actualité, les collectivités ont de moins en moins d'argent. Il faut se battre
pour ces budgets, et croyez bien que Isabelle se bat bec et ongle pour préserver les budgets qui nous permettent évidemment d'organiser cette manifestation. Quelques autres éléments, mais je les évoquais. Alors, parce que Aline fait des allers-retours sur les diapos pour voir si je suis. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 51 collèges, 1524 collégiens, 102 enseignants impliqués. C'est des personnes, vous avez eu le référent dont je vous parlais tout à l'heure, je ne vous demanderai pas de remercier de leur implication. Et bien sûr, un ou une lauréate. Alors, on revient encore en arrière. On va continuer en avant. Voilà. Bon. Alors, les nouvelles à suivre. Bon. Vous savez comment ça fonctionne, le concours Nouvelles à suivre. C'est un début de texte. Donc cette fois-ci, il a été rédigé évidemment par Jean-Christophe Xier, puisqu'on prend toujours le lauréat de l'année précédente pour écrire ce début de nouvelle. Et puis ensuite, ce sont tous les collégiens et toutes les collégiennes à l'imagination débordante qui se saisissent de ces débuts de texte pour imaginer une suite et nous l'offrir sous forme de nouvelles. Donc, vous le disiez, 145 collégiens ont finalement tenté cette aventure. 125 textes ont été reçus, alors la différence s'explique parce que certains d'entre vous travaillent en équipe. Et enfin, on a recensé en tout 24 collèges qui ont participé à ces nouvelles. Donc, évidemment, il a fallu faire des choix. Et je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux n'ont pas été aisés, mais au final, 51 jeunes ont été primés, 41 textes récompensés et publiés, et puis on vous le remettra, je crois, un recueil des nouvelles saluées par le jury. Alors maintenant, on va découvrir, alors normalement on a les roulements de tambour, mais la régie n'est pas au top là-dessus. Merci. Nous allons donc découvrir le palmarès. Mais avant tout, un avertissement. C'est toujours pour ménager le suspense. Comme vous le lisez, toutes les collégiennes ayant participé au concours n'étant pas présents, on va évidemment dévoiler le palmarès, mais il est incomplet. Vous pourrez le retrouver complet sur le site du département et également dans le recueil Nouvelles à suivre, édition 2018, puisque lorsque vous sortirez, on vous le remettra. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs catégories, dont une qui s'annonce assez clairement, la catégorie 6e. Combien on a de 6e là? Arthur, t'es un 6e. Alors, catégorie 6e, nous allons commencer par le 3e prix. Alors, c'est un collège. Alors, c'est une lauréate. C'est une lauréate qui se trouve au collège Aliénor d'Aquitaine de Castillon-la-Bataille. Et sa nouvelle est intitulée Les Super Tops. Et il s'agit d'Amandine Dossas. On peut prendre pour une 6e. On va vous proposer peut-être de nous donner, évidemment pas tous, parce qu'on m'a demandé de respecter l'horaire, mais nous donner peut-être votre avis. On va commencer par le premier, dans la liste, le domaine de jour Witech. Alors, moi j'aimerais savoir, parmi vous, pour qui d'entre vous ce livre est le coup de cœur? Il y en a.
peut-être nous dire pourquoi. Moi, la prochaine fois, je participe pas. Attends. Alors, on vous écoute. Dites-nous comment vous appelez, de quel collège vous venez. Je m'appelle Zia et je viens de Lillifort. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que je trouvais qu'il racontait une histoire quand même qui pourrait arriver à un peu tout le monde ici. Et que du coup, la fin, on s'y attend absolument pas. Et c'était vraiment bien. Non, vas-y, ouais. Lara, je viens du collège Jean Jaurès de Sola et j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que c'est le livre que j'ai d'habitude. C'est la fin de cet endroit et c'est vraiment. Donc il y a des vrais rebondissements, un vrai rebondissement à la fin. Oui. Je m'appelle Maëlys, je viens du collège François-Mauriac à Saint-Médard et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que vraiment le paradoxe de la fin il est très intéressant et je trouve que l'auteur il a bien exploité cette fin parce que finalement on s'y attend pas du tout et ça fait bien ressortir toute l'histoire qu'il y a à la fin. D'accord. Eh bien c'est parfait. J'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous aurez eu envie en écoutant vos camarades. Je fais des conférences, j'ai beaucoup d'éloquence. Alors, le deuxième livre dans cette liste c'était quand même un bon livre. et il est écrit par Joris Chamblin. Et là encore, même question. Pour qui c'est le coup de cœur? Toi, tu as deux coups de cœur. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter votre camarade pour savoir pourquoi c'est son coup de cœur. Je m'appelle Mathéo, je viens du collège Castillon-la-Bataille. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce que le début, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Pour le début et pour la fin aussi. Ça résume le début, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Un bon livre que tu recommandes. Moi j'ai beaucoup aimé le livre, c'était très sympa, il y a beaucoup de rebondissements et la fille on aurait dit Hulk à un moment donné, donc ça j'ai adoré. D'accord. Un fan de Marvel donc. Moi j'adore Marvel. Ouais, très bien. J'adore Aventure, tout ça, c'est génial. Et du docteur Banner. Et du docteur Banner. Aussi. Alors on passe au livre suivant. Merveilleux livre. Le jour de June de Anne Loyer. Et alors, même question. Est-ce qu'on a des fans du jour de June ici? Ah, ils sont moins nombreux. Tout à l'heure, quand je vous ai interrogé, vous parlez de ce livre. Les merveilleux livres. Alors, on va vous écouter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Léo, je viens du collège François-Mauriac à Saint-Médard. J'ai bien aimé le jour de June parce que ça raconte bien le débarquement de 1944. J'ai trouvé cette histoire de la journaliste qui essaie de faire son article sur les soldats par rapport à leur vie dans les tranchées et lors du débarquement. Donc j'ai très bien aimé ce livre. Merci. Très bien. Touche intéressant. Bonjour, je m'appelle Erwan, je viens du collège Émile Durkheim de Peujard. J'ai adoré le jour de June parce qu'il y avait beaucoup d'actions et de rebondissements pendant la guerre. Et j'ai bien aimé quand ils ont protégé les personnes, quand ils ont emmené vers le métro pour les protéger des mouvements de guerre. Et j'aimerais beaucoup le relire. Ah, très bien. Et bien là encore, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, cela vous aura donné envie de le faire. Alors, maintenant, les 7 de Babylone, de Time Dan. Même question, est-ce qu'il y en a qui ont adoré ce livre? Il dit bien adoré, hein. Le mec qui lève les deux bras.
Le mec qui lève les deux bras. Et Lisa, il a bien dit adorer le livre. On vous écoute. Je sais pas. Attendez, bonjour, je m'appelle Alain. Attends, juste un instant. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il retrace, il parle de beaucoup de personnages de l'histoire. C'est intéressant de voir un point de vue qu'on pourrait avoir de l'histoire. Les rebondissements de ce livre sont intéressants. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Merci. J'aime bien les héros, et du coup j'ai bien aimé ce livre. Voilà. Bien, ça va bien. J'aime bien la page de couverture aussi. Ah, mais ne dit-on pas qu'on ne juge pas un livre à sa couverture? Oui, mais c'est joli. Ça donne l'envie. C'est bien dit. Très bien. Quelqu'un d'autre peut nous parler de son coup de cœur? Moi, je veux bien vous parler. Hein. C'est joli. Alors on avance. Ça donne On envie. avance. Bonjour, c'est toujours Léo. Sur le livre maintenant Dans la forêt d'Hokkaido de Éric Pessan. Alors, ils sont des plus grands supporters ou supportrices de ce livre. Je m'appelle Mathis, je viens du collège Elifort. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, tout simplement parce que la manière dont l'histoire est racontée par le biais d'une jeune fille qui est une adolescente, je trouve ça très intéressant. Mais le fait que ça raconte juste l'histoire d'un enfant perdu dans une forêt, et surtout qu'à la fin du livre, on explique que c'est quelque chose qui est apparemment vraiment arrivé, ou une histoire similaire. C'était du coup intéressant de le raconter de cette manière. Aussi, simplement, on ne fait pas que suivre l'histoire du garçon, on suit aussi l'histoire de la fille. Je ne sais pas trop raconter s'il y a des gens qui veulent le lire après. Et donc du coup, vraiment, on voit déjà comment va réagir la fille par rapport à ce qui va arriver au petit garçon. Et elle va essayer de le sauver, même si elle pourrait tout simplement le laisser, mais juste parce qu'elle veut le sauver, elle va essayer de toutes ses forces. Et du coup, on voit vraiment comment elle évolue par rapport à la situation du garçon. Merci beaucoup. Livre suivant. Alors, livre suivant. Chat noir de Vincent Villeminot. Oui, c'est vraiment Alors, pas moi, noir. vous savez, je suis un peu sceptique. C'est pas du tout ça. C'est samedi 14 novembre. Vincent Villeminot. Alors, pour qui ça a été le coup de cœur, ce livre? On en a, si, on en a quelques-uns quand même. Il était pas mal, mais ça me... Alors on parle bien, oui, de samedi 14 novembre, hein, pas de chat noir. On a le droit d'avoir plusieurs On en parlera tout à l'heure de chat noir. Bah oui, j'ai eu samedi 7... moi j'ai eu le June et Babylone. Ah oui. Alors, je m'appelle Richie, je viens du collège Elifort et j'ai aimé ce livre car, comment dire, pourtant c'est une histoire assez, un événement assez triste, mais ce qui m'a, j'ai aimé la façon dont l'auteur l'a décrit, c'est-à-dire qu'un public jeune peut s'y intéresser au livre. Pourtant c'est un événement assez triste. Vite fait, hein. C'est quand même le Bataclan. Hein. Non, pas ça, mais t'as vu des scènes choquantes qu'il y avait quand même dans ce livre. Oui, mais ça Je m'appelle Amandine, j'ai un petit Ça collège parle quand même du de Bataclan. Capitaine. Moi j'ai aimé ce livre parce qu'on voit que le frère de celui qui meurt, il se bat pour savoir que le terroriste qu'il a tué, il adore vraiment son frère et ça parle des attentats aussi. Et voilà. Enfin, Et enfin, c'est exactement là pour le coup, Chat noir de Yann Darco. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques fans, que je vous ai interrogé tout à l'heure, quelques personnes m'ont dit qu'ils avaient adoré ce livre. Elle veut. Je m'appelle Martin Kunkel, du collège Val de Saille de Saint-Saëns-Studiac. Et
Et j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout, je pense, pour l'espèce de gant que porte le garçon. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed, le jeu vidéo. Super référence. C'est qui ouvre avec le chat qui l'entraîne, toutes les missions qui mettent beaucoup aimé. Mais non, ça. Mais c'est violent, c'est pas interdit au moins de votre Non, âge. non. C'est interdit au moins 18 ans, mais chut. Le livre, non, mais oui. Enfin, le livre en soi, c'est pas du violent, c'est plus. Je dirais le suspense au niveau. Un peu comme une enquête. Je sais pas comment dire. C'est une espèce d'enquêteur espion secret. Très bien. Si vous êtes tenté par les enquêtes, lisez Chat Noir. Alors, bien sûr, maintenant, il va falloir pour moi laisser cette place. Eh bien oui, bien sûr. Parce que pour vous révéler le lauréat 2018 du prix collégien lecteur de Gironde, nous allons accueillir des élèves du collège de l'Esté de Saint-Jean-d'Illac. Je vais leur demander de s'approcher. J'arrive à la bourre. Le pantalon. Ça passe pas au collège, ça. Et. Alors, on va vous l'annoncer. Vous savez spontanément faire des bruits de tambour. Vous voulez l'annoncer? Alors, vous allez l'annoncer. Alors, donc, tout d'abord, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être ici pour vous révéler le lauréat de cette 10e édition du prix collégien lecteur de Gironde. Merci d'accueillir merci d'accueillir le lauréat 2018 du prix collégien lecteur de Gironde. Montagne. Oh putain, ça fait 10 km que je suis partie, c'est bien.
super content. Mais en ce moment, voilà, il se passe des choses chouettes dans ma vie. Donc je suis souvent content, donc je dis souvent je suis content, et je dis souvent je suis super content. Et quand je suis vraiment content, Je dis que je suis vraiment content. bah, je prends ma guitare et puis je joue un petit morceau. Mais là, j'ai pas amené ma guitare. Je suis venu en train et ma guitare est trop grosse, donc j'ai pas amené ma guitare. Et quand je suis vraiment content, j'ai ma guitare et puis que je suis encore plus content que je suis content, et ben là, je mets mon chapeau de cow-boy. Et pour Merci, merci. Alors, parce que un prix s'accompagne généralement d'un prix, Isabelle L'expert, vice-présidente, a l'honneur de remettre une gratification à l'auteur que vous avez choisi. Il s'agit d'un chèque de 500 €. C'est tranquille. On va chercher la guitare pour l'occasion. Non, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a un tome 3? Attends, il tome 2 déjà. C'est le tome 3. Il y a un tome 3 ou pas? Oui, toi, tu t'en fais pas vraiment rien. Oui, je le savais un peu déjà. Tu vois, vous serez lui, ouais. Je m'étonnais pas. Ah, chef, tu l'entends? En fait, ouais, ah oui, je l'ai. En fait, c'était soit lui, soit l'auteur de chanson. Nous avons eu l'occasion de recevoir Taimark, déjà lauréat en 2015, pour son roman donc, Jonah. Et c'était au début de mon LP. Depuis son passage, nous avons eu une adoration à cet illustrateur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, non? Hein, c'est ça, hein? Alors, il n'y a pas de souci. On reprend du début, s'il vous plaît. Ah! Tu vois le mettre. Mais normalement, il y a un retour sur l'écran, donc Taimark, je pense que vous pouvez regarder derrière vous. Ouais, et il me semble sur Instagram d'être déjà tombé sur ces images. Et j'ai adoré. C'est fantastique. Il y a eu
Emilia, C'est sûr, ça va augmenter dans quelques jours. Donc, dans quelles conditions écrivez-vous? Nous, au CDI, on se jette sur les poufs. Alors souvent j'écris dans mon bureau, mais j'ai la chance en fait de pouvoir écrire un peu n'importe où. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup écrire dans le train. Je me mets un petit peu de musique dans les oreilles pour créer une bulle. Et c'est vrai que là hier je suis arrivé hier soir et c'est vrai que 2 heures de train, je viens de Paris. Et pendant 2 heures, j'ai écrit, là je suis sur un projet, donc j'aime beaucoup écrire à l'extérieur. Pendant les vacances, j'ai toujours mon ordinateur avec moi qui me quitte pas. Et j'écris dans toutes les conditions à peu près. Pourquoi ces personnages sont-ils vos Sept de Babylone? Alors, pour choisir les personnages des Sept de Babylone, ça a été assez simple en fait. Je suis allé sur le site de l'Éducation nationale et puis j'ai regardé ce qui était au programme. Comme a priori c'était un livre qui s'adressait aux collégiens, j'ai regardé ce que vous étudiez en français et en histoire. Et pour moi c'était important qu'effectivement les personnages qui sont évoqués dans ce livre, vous les connaissiez. Et il y en a certains, effectivement, peut-être que vous ne les connaissiez pas. Et là, je me suis aidé un petit peu du personnage de Victor Hugo pour vous les expliquer. Alors après, ce livre n'a absolument aucune vocation pédagogique, même si quelque part, il y en a quand même une. Mais moi, c'est vrai que j'ai utilisé ces personnages un petit peu pour les démystifier, pour les rendre accessibles, et surtout pour m'amuser avec eux. Y a-t-il des quatrièmes dans la salle? Oui. Figurez-vous qu'après son passage dans notre collège, nous avons découvert que Taïmark avait 2 phobies que nous avons étudiées dans un GIF. Les quatrièmes et le vide. Donc maintenant tout va bien. C'est vrai que j'ai eu des rencontres de quatrième un petit peu compliquées. Mais récemment, j'en ai vu des super sympas. Ça m'a fait bizarre. Puis j'ai l'impression que vous êtes sympa. Enfin, en tout cas, vous avez une façon de lever la main assez énergique qui montre que vous êtes quand même des quatrièmes assez particuliers. Merci. Est-ce qu'un roman doit forcément se décliner en plusieurs tomes? Non, pas forcément, mais c'est vrai que quand j'ai commencé mon premier roman, c'est Jonah, et c'est vrai que j'avais l'impression que j'avais des choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire, et donc c'est vrai que j'ai choisi le confort de la série pour avoir le temps de développer un peu tous mes personnages et mon intrigue. Et là, dans les projets qui viennent, j'ai pas mal de projets où ce sera juste des livres, des romans uniques. Donc je vais essayer de revenir à une forme un peu plus, je dirais un peu plus concise, un peu plus concise. D'où vient votre goût prononcé des couleurs? J'ai l'impression que les gens... je suis habillé en gris aujourd'hui, j'ai l'air un peu couillon sur cette question. Ouais, j'adore les couleurs. Non, vous avez vu la couleur de ma casquette. Non, en fait, j'aime bien les couleurs et puis j'ai l'impression que les gens ont peur un petit peu des couleurs. C'est vrai que récemment, j'ai changé de bureau et j'ai dû peindre les murs de mon bureau. Et c'est vrai que le réflexe, en fait, c'est de se dire on va prendre du blanc, on va prendre une couleur assez neutre qui va pas faire peur. Puis au contraire, je me suis dit allez non, je vais faire un bureau avec un truc qui pète, un truc avec des couleurs vraiment vives. Donc dans mon bureau actuellement il y a 8 couleurs différentes. Et quand j'ai fini de peindre les murs, j'ai eu un petit choc en fait. J'ai l'impression d'être dans une crèche.
Ah, vous êtes pas cool, là. Ouais, là, je mange du melon parce que j'ai un coin melon. Vous avez vu, l'harmonie colorée, c'est vraiment une harmonie qui fait penser au melon. Et il y a d'autres trucs où je mange des carottes, où je mange de la salade aussi, parce que c'est ma porte verte. Et j'ai voulu accompagner un petit peu la peinture de mon... Alors j'ai aussi cette image où la salade elle sort, mais celle-là, ouais, je mange une banane parce que j'ai une porte jaune. Et puis j'ai des suites de couleurs. Là je suis venu en gris, mais normalement j'ai des suites de couleurs avec la carotte. Ouais, j'ai une carotte, c'est mon mur orange. Voilà. C'est plus la peine de parler, vous avez qu'à regarder les images et vous verrez que j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, j'ai mon chapeau de cow-boy aussi sur l'image. Quand sort le 3e tome de cette million et quels sont vos nouveaux projets? Alors, le 3e tome va sortir cet automne, j'ai pas de date précise. Le manuscrit est fini d'écrire, il est chez l'éditeur. Donc là j'attends une de ses réponses pour d'éventuelles corrections, des réajustements. Tout ce que je peux vous dire sur le 3e tome, c'est que ça va dépoter, je pense. Enfin bon, il y a un final. C'est vrai que voilà, quand j'écris des séries comme ça, j'ai toujours la volonté de mettre un petit peu d'action dans le premier, puis d'en mettre un peu plus dans le second, et d'en mettre carrément plus dans le 3e. Et j'espère quand même être assez loin justement dans la démesure et dans l'action dans le tome 3. Je vérifie du coin de l'œil ce que vous mettez comme image parce que j'ai un petit peu peur. Et je travaille sur plusieurs projets. Donc là, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle Les parfums d'Ésiris. Ésiris, c'est un pays, c'est une ville, c'est presque une planète même. Et c'est un endroit où on va quand on est mort. Et donc, c'est un roman qui parle de la mort, mais c'est un roman apparemment, j'ai eu les premiers retours sur les premiers chapitres, c'est un roman qui est assez rigolo, quoi. Donc ça parle de la mort de façon rigolote. Et j'ai un autre projet aussi qui est parti de l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ça c'est un projet qui est déjà écrit, et il faut que je le corrige, il faut que je trouve un éditeur. Et puis j'ai un autre aussi, j'ai 2 autres projets aussi sur la vie d'une personne qui a des problèmes de santé assez graves pendant son adolescence, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça c'est en cours de développement. Voilà. Et pour conclure, comme il est bientôt l'heure du repas et que nous savons que Taïmark est un fin gourmet, on vous propose de passer à table. Ouais. Ça m'arrivait de manger mes carottes comme ça, mais... Ouais, ok, bon d'accord, Oui, face de citron, ouais, c'est comme ça qu'on m'appelle des fois. Les gens pas très très bien intentionnés me surnomment comme ça. Donc du coup, si j'ai bien compris, vous avez créé spécialement cette page Instagram pour vouer un culte, on peut le dire, hein, parce que j'ai bien compris sur la première vidéo que vous aviez érigé un hôtel à l'entrée du CDI où vous saluiez tous les ouvrages de Taïmark. Donc du coup, le message c'est un petit peu que, oui, Taïmark Le Tan, il a un compte Instagram, sympa, mais quand même, le meilleur compte Instagram avec des gifs super, ça reste celui du collège de l'Estey. TLMT, donc Taïmark Le Tan, addict. Voilà, on peut les applaudir bien fort pour ce travail. Merci beaucoup les filles d'avoir entamé cet échange avec Taïmark. Ce qu'on vous propose maintenant dans la salle, parce qu'il nous reste quand même un temps suffisant pour échanger, et ça c'est une très bonne nouvelle, et bien c'est, voilà, il est là. On vous le met à disposition. Toutes les questions que vous avez envie de lui poser, il est en capacité d'y répondre. Ouais, je suis en état là. C'est parfait. Bon. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'auteur? Oui, des bras se lèvent. Je vais essayer d'entraver les micros. Alors,
qu'il y a des branches qui se lèvent. Vas-y. Pas souvent le temps de les lire. Je sais qu'en fait c'est mes enfants qui me les refilent. Ils ont l'intégralité des One Piece et j'ai lu je pense les 10 premiers. Il n'y a pas longtemps je leur ai acheté One Punch Man. Je trouve ça incroyable. Moi mon premier coup de cœur manga ça a été dans les années 80-90, c'était Akira. Akira je l'ai découvert alors que j'avais une vingtaine d'années. Et pour moi, ça a été une révélation et ça a été... Moi, ce que j'aime dans les mangas, c'est le rythme de lecture. C'est la façon dont on lit les mangas. Il y a un geste, le fait de les lire à l'envers, dans le sens inverse. Et puis, c'est concentré sur l'action. Les mangakas, en fait, prennent leur temps. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors effectivement, là, je sais pas combien ils en sont sur One Piece. Pas loin des 80 je crois, 80 tomes, et c'est vrai que voilà, ils prennent leur temps, tu sens que c'est des gens qui aiment raconter des histoires, qui sont vraiment dans le récit, qui sont aussi dans la démesure. Et moi ce que j'aime aussi dans les mangas, c'est le côté décomplexé un petit peu des histoires qu'ils vont raconter. Il y a des idées, tu te demandes mais ça vient d'où cette idée? Notamment je pense à One Punch Man, je me dis mais le gars qui a inventé ça, effectivement, d'entrée il va casser un petit peu toute intrigue un petit peu en créant son personnage, et puis, mais il arrive quand même à raconter des trucs avec ça. Moi je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans le cinéma asiatique, où effectivement on a l'impression que les auteurs, les dessinateurs ne se privent pas. Et c'est lié à un plaisir. On sent que c'est lié à un plaisir énorme. Et moi c'est vrai que quand j'écris des romans, quand j'écris des histoires, quand je les invente, je me pose toujours des défis, et le plus grand défi c'est de continuer à avoir du plaisir à écrire ces histoires-là, et effectivement avoir envie d'écrire les histoires que moi j'aurais voulu écrire, que j'aurais voulu lire en fait quand j'étais plus jeune, et me poser absolument aucune barrière. Et pour ça effectivement, t'as vu juste, le manga pour moi ça peut être une source d'inspiration. Bonjour, je tiens à dire que j'ai adoré votre livre, et la question c'était comment vous avez choisi qui allait être le méchant, enfin quel côté Alors, le méchant, Léonard de Vinci, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi il est méchant et tout. Alors il y a une chose importante à savoir, c'est que ma femme déteste Léonard de Vinci. Ça, c'est fait. Non mais elle dit qu'elle déteste, mais c'est un petit peu genre pour prendre parti, tu vois, parce que c'est un parti fort. Tout le monde dit ouais, Léonard de Vinci c'est un génie. Mais voilà, Léonard de Vinci, il faut savoir qu'il a peint 8 tableaux dans sa vie. Il a mis 4 ans, je crois, pour peindre la Joconde. Ouais, ok, d'accord, la Joconde, c'est un beau tableau, mais 4 ans pour la peindre, c'est un peu de la rigolade. Léonard de Vinci, c'est un inventeur, un génie de l'invention. Alors, moi, je vous défie d'essayer son parachute. Parachute de Léonard de Vinci, tu tombes, tu t'écrases, et puis après, t'as un petit truc qui va te servir de tombeau, donc c'est assez joli. Son hélicoptère, l'hélicoptère de Léonard, vous l'avez bien vu. Donc il a inventé tout un tas de machines, et puis t'as l'impression que ouais, ça tournait pas rond dans sa tête. À mon avis, il devait fumer la moquette ou un truc comme ça. Et puis, alors, Léonard de Vinci, il avait aussi un côté que je trouve pas très très agréable, mais c'est vrai qu'il avait tendance un petit peu à se ranger du côté des puissants. Donc, quand ça a commencé à chauffer pour lui en Italie, il arrivait en France, il avait son château, tout tranquille et tout. Et puis, je me suis dit, c'est le méchant idéal. C'est le méchant idéal parce qu'il a un côté, effectivement, le génie, c'est quelque chose qui peut effrayer, c'est quelque chose qui peut fasciner. Et donc, pour moi, dans les 7 de Babylone, il fallait que le méchant soit réussi. C'est Alfred Hitchcock qui a dit, pour qu'une histoire soit réussie, il faut que le méchant soit réussi. Donc, j'avais envie d'un personnage assez charismatique, assez énigmatique, qui intrigue. Et c'est vrai que pour moi, il y a une scène très très importante dans ce livre-là. C'est le moment où Jasper est confronté pour la première fois à Léonard. Et Jasper, en fait, il est séduit par Léonard. Il se dit, voilà, ce type, c'est quand même Léonard de Vinci, il a quand même fait des trucs incroyables. Il est au musée du Louvre, il est dans les manuels d'histoire. Et donc, il y a cette espèce de fascination qui exerce et qui en fait un méchant assez redoutable. Alors pour les autres, après, ça a été très arbitraire.
Effectivement, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Jean de La Fontaine est du côté des méchants. Jean de La Fontaine, voilà, il écrivait des fables, pareil, il était un petit peu dans la cour de... Il bénéficiait des privilèges de la cour de Louis XIV. Et c'est vrai que toutes ces fables ont été, je dirais pas copiées, parce qu'il y avait quand même une écriture qui était magnifique, mais qui ont été inspirées par les fables d'Ésope. Donc voilà, au niveau de l'inspiration, il est un petit peu allé chercher dans l'Antiquité. Et puis Cléopâtre, pareil, ça a été un côté ça a été arbitraire. J'ai choisi un petit peu comme ça. Voilà, ça n'a pas été évident. Il y a eu une autre difficulté aussi, c'était de trouver des personnages féminins qui soient connus dans l'histoire. Ça n'a pas été simple. Dans le tome 3, il y en a un qui va arriver, je vous donne un petit indice. C'est une femme assez grande, assez blonde. Elle a juste un petit collier autour du cou. Et à un moment dans l'histoire, le collier va glisser et révéler une cicatrice en fait, qui montre qu'à un moment donné dans sa vie, sa tête a été détachée de son corps. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Oui, si, c'est Marie-Antoinette. Voilà. Marie-Antoinette. Il y en a qui sont forts en histoire, là, j'ai l'impression. Elle a été guillotinée. Je suis Marie-Antoinette, elle me dit non. Oui. Ta gueule. Question suivante. Est-ce que vous lisez vos propres livres? Est-ce que quoi? Est-ce que je lis mes propres livres? Oui. Non, j'écris comme ça et puis... Non, bien sûr, je les lis. Alors, je les lis, je les relis, je les re-relis, je les lis à voix haute. Et c'est vrai que il y a le moment où je vais écrire, ça va être du brut, un petit peu du brut de décoffrage, où je vais balancer un petit peu. Bon, j'ai une construction qui reste relativement sommaire, mais du moment où je vais balancer mes idées, où je vais commencer à rédiger, jusqu'au moment où ça va être édité, il y a 3, 4, 5, 6, 7 relectures. Jonah, mon premier roman, je l'ai lu à peu près une dizaine de fois, dont 2-3 fois à voix haute. Donc les romans, ouais, je commence à les connaître par cœur. Et la relecture, pour moi, effectivement, quand j'ai commencé à écrire, c'est quelque chose que j'envisageais pas. Je me disais, bon, bah c'est bon, l'éditeur, il va me renvoyer ma copie en me disant, en me notant 2-3 fautes d'orthographe, et puis ça va aller. La première fois que j'ai reçu le manuscrit annoté, je me suis assis puis j'ai pleuré parce que j'avais l'impression de retrouver une copie de français quand j'étais au collège, quoi. Il y avait des annotations partout, tu sais, avec les espèces de petits traits en zigzag là, autour d'un chapitre avec marqué maladroit, non, on ne comprend pas, confus, des choses comme ça. Et donc il y a eu un gros passage de relecture qui a été, je dois reconnaître, un petit peu douloureux au début, mais maintenant c'est quelque chose que je prends plaisir vraiment à le faire. Voilà. J'aurais 3 questions à poser. Il y en a une qui est très simple à répondre. Combien de temps vous avez mis pour écrire vos livres? Combien de temps vous mettez? Alors, ça dépend lesquels. Les 7 de Babylone, j'ai mis 3 mois à peu près pour écrire un volume. C'est des romans qui sont peut-être un peu plus courts que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour Jonah, le premier tome, j'ai mis 1 an. Après, le reste était sur 6 mois à peu près. Mais sur Jonah, c'était vraiment une écriture du soir, une écriture pendant les vacances ou dans le train. Donc j'ai mis à peu près 1 an. Et après, ça a été 6-5 mois. Le Jardin des Épitaphes, j'ai mis à peu près 5 mois pour l'écrire. Et là, les prochains romans sur lesquels je travaille, c'est 4-5 mois à peu près. Alors, ensuite, moi, le livre, je ne l'ai pas trop aimé. Ouais. Donc du coup, j'aimerais vous poser une question par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé que votre livre était un peu trop ciblé pour les personnes jeunes. Du coup, je voudrais demander votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que vous l'avez fait de manière à ce qu'il soit trop ciblé? Alors, trop ciblé, c'est vrai qu'à la base, ça devait vraiment être un livre pour les CM2 6e. Donc, pas première lecture, mais presque première lecture. Et c'est vrai que j'étais vraiment cadré pour ça. Mais une fois que je me suis lancé dans l'écriture, j'ai eu effectivement, je me suis dit, non, raconte ton histoire. Là, effectivement, l'histoire est relativement simple. C'est pour ça que ça m'a mis moins de temps à écrire que mes autres ouvrages. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est une lecture beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et c'est un livre qui s'adresse peut-être effectivement aux plus jeunes. Et comme ça, t'as pas aimé?
Je vais te retrouver à la sortie, tu vois. J'ai mon chapeau de cow-boy. Est-ce que vous avez une passion pour les personnages historiques? Non, pas du tout. Non, mais moi je me suis souvent imaginé, c'est vrai que quand j'étais en cours, alors j'aimais bien l'histoire, je suis pas tombé que sur des profs qui m'ont fait aimer l'histoire, et je m'y suis intéressé beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que moi il y a toujours un truc qui m'a fasciné, et notamment dans les personnages, je dirais publics, dans les célébrités, c'est leur côté, je dirais leur côté humain. Et c'est vrai que moi quand j'ai passé mon bac de français, c'était l'anniversaire de la mort de Victor Hugo, et donc c'était au programme, et on sait beaucoup, j'ai fait un exposé sur le personnage, puis à un moment je me suis dit, mais Victor Hugo, ça devait être un type comme les autres, quoi. J'imagine qu'à 5 heures, il devait dire à sa femme, j'en peux plus, là, j'ai la tête comme un melon, je vais aller boire un coup avec les copains. Donc moi ce qui m'intéressait effectivement dans le traitement des personnages historiques, c'était effectivement leur côté, les rendre accessibles, le côté humain, et jouer avec ça, quoi. Vous écoutez quoi comme genre de musique? Alors j'écoute surtout de la musique rock, pop. J'écoute beaucoup de métal en fait. Il y a eu un moment où j'écoutais beaucoup de métal. Et c'est vrai que... T'aimes pas? J'ai laissé, je connais. Ah, t'es content? Et ça m'a beaucoup aidé en fait dans l'écriture de certaines scènes. Il y a une énergie en fait que j'apprécie beaucoup dans cette musique, et une énergie qui peut me porter. Et sinon je suis très très éclectique dans mes goûts musicaux. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute de la musique classique, j'écoute de la chanson, j'écoute un peu de tout. Lorsque vous écrivez entre le premier jet d'un roman et nombreuses relectures, votre roman change-t-il beaucoup ou pas beaucoup? Ça dépend lesquels. Les 7 de Babylone, ça n'a pas beaucoup changé. En revanche, un livre comme Le Jardin des Épitaphes, ça a énormément changé. Sur Jonah, il y a eu pas mal de changements aussi. Jonah, sur le manuscrit initial et sur le livre édité, il y a 25% du livre qui ont disparu. Sur Le Jardin des Épitaphes, il y a eu énormément de réorganisation, remaniement des chapitres. C'est vrai que moi, quand j'écris, j'ai du mal. Au bout d'un moment, j'ai du mal à prendre du recul par rapport à mon texte, par rapport à mon histoire, et j'ai besoin de l'appui de lecteurs extérieurs, d'un éditeur ou d'une éditrice qui va effectivement me recadrer à un moment, me donner des corrections, que je vais souvent suivre. J'ai une question. Pour les 7 de Babylone, quand vous avez dit que vous aimez bien les mangas, pourquoi vous n'avez pas fait comme pour les mangas? Pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'envers? Ah mais tu peux le lire à l'envers si tu veux, mais tu vas rien comprendre. Ouais, bah, sur un manga c'est simple parce que c'est des images, c'est une bande dessinée. Mais t'imagines sur un roman, la galère. Enfin c'est une idée en même temps, je la note. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire d'autres livres, mais sur des sujets plus sensibles? Plus sensible, ouais. Ouais, mais à chaque fois que j'écris un livre, j'ai l'impression d'écrire sur un sujet sensible. Je pense que les 7 de Babylone, vous ne l'avez pas encore perçu parce que ça va peut-être prendre un peu plus d'ampleur au niveau du tome 3, au niveau du final. Donc c'est à chaque fois... Ça a été le cas pour Jonah, ça a été le cas pour Jardin des Épitaphes. Systématiquement, c'est une réflexion sur un peu les héritages en fait, les héritages de nos aînés, de la façon dont la civilisation sont construites et des responsabilités que nous on a et surtout vous avez. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais par rapport à l'avenir un petit peu du monde dans lequel on vit. Et ça pour moi c'est un sujet sensible. Alors effectivement dans les 7 de Babylone ça part un petit peu dans tous les sens, mais
mais j'essaye à chaque fois de recadrer effectivement sur quelque chose, sur un sujet qui peut être perçu, un sujet un peu plus grave. Voilà, et sur les sujets, les thèmes que je vais aborder dans mes prochains romans, effectivement, il y a des sujets peut-être un petit peu plus sensibles, un peu plus, je dirais un peu plus évidents sur les thèmes et qui sont plus sensibles. Comment ça vous est venu le métier d'auteur, enfin, de devenir auteur? Oh là là, d'habitude je mets une demi-heure pour raconter cette idée. Je vais la faire un petit peu courte. En fait, c'est venu par hasard. C'est venu par hasard. Moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, je faisais des sciences. Je faisais pas de littérature. J'ai fait des études de sciences. À un moment, je me suis arrêté parce que ça me plaisait pas, et j'ai fait du dessin. J'ai fait des arts graphiques. Et là, j'ai rencontré une personne magnifique. Ma femme. Et je me suis marié avec elle. C'est une illustratrice. Elle s'appelle Rebecca d'Outremer. Elle a fait les illustrations de mon premier roman, Jonah. Puis on s'est jamais autant engueulé que sur les couvertures du livre, donc c'est moi qui fais les couvertures maintenant. Et Rebecca, en fait, c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. En fait, j'ai commencé par faire des albums pour les enfants. Et Rebecca, un jour, j'écrivais un petit peu pour le plaisir comme ça. Et c'est elle qui un jour m'a dit tiens, ça te dirait pas d'écrire pour moi, d'écrire. Le premier album, c'était Baba Yaga. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Donc je faisais beaucoup d'albums au début. Un jour, quelqu'un m'a dit toi, t'écris pour tes enfants, ça se voit. Les histoires que tu racontes, c'est des histoires que tu racontes à tes propres enfants. Et puis un jour, fatalement, mes enfants ont commencé à grandir, donc ils sont devenus ados. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'attaquer à quelque chose un petit peu plus dense, un peu plus riche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire les romans. Voilà. Pourquoi votre personnage principal a fait de l'escalade? Pourquoi pour vous ça a fait que... Parce que moi j'ai eu le vertige. Et c'est vrai que quand tu écris des histoires, t'écris souvent, en fait c'est presque une psychothérapie. Dans ton personnage, tu vas compenser par rapport à des choses, je dirais des talents, des qualités où tu ne te sens pas forcément à l'aise. Et alors, c'est pas un gros vertige, mais c'est vrai que quand je suis auteur, j'ai tendance à voir les jambes un petit peu comme du coton. Et ça me plaisait vraiment de faire ce gamin qui saute d'immeuble en immeuble, qui va escalader la tour Montparnasse. Et moi, c'est une chose que je pourrais jamais faire. Et voilà. Et quand tu crées un personnage, tu as tendance un petit peu à combler les vides de ta propre personnalité. Et pour moi, voilà, s'il lui fallait juste une seule qualité, un seul talent, c'était de ne pas souffrir de vertige. Depuis quand vous écrivez des livres? De quoi? Depuis quand vous écrivez des livres? Alors, depuis, j'ai commencé en 2004. Ouais, 2004, non, 2003. Mon premier album, ça a été en 2003. Donc, c'était il y a 15 ans. C'est ça? Ouais, il y a 15 ans. Et j'avais 36 ans à l'époque, donc j'ai commencé assez tard. Combien de tomes vous voulez faire de cette Babylone? Alors, des 7 de Babylone, il y en aura 3. Il y en aura 3 a priori. Et avec éventuellement, si la série marche bien, une deuxième saison. La deuxième saison, j'ai commencé à écrire le synopsis. Donc il y a possibilité effectivement de partir sur une deuxième saison. Là, je sais pas du tout ce qu'il en est. J'ai pas eu de retour par rapport aux ventes, par rapport au succès du livre. Mais a priori, pour l'instant, il y en a 3. Et puis après, on verra. Il y aura un jardin des épitaphes 3 ou pas? T'aimerais bien? A priori, non, il n'y en aura pas. Là, pareil. Je l'ai en tête. J'avais commencé à développer un petit peu l'histoire. C'est possible à un moment, si j'ai vachement le temps, si je suis vraiment tout tranquille, que je l'écrive, que je le mette en ligne. Après, j'avais des choses à dire sur le jardin des épitaphes. J'avais des choses à conclure par rapport justement à ce que disait tout à l'heure votre camarade sur les sujets sensibles.
Là, je travaille sur un projet où effectivement je vais réussir à expliquer un petit peu ces choses-là. Donc le tome 3 n'est pas nécessaire pour moi, mais c'est vrai que c'est toujours dur quand tu écris un roman de te séparer de tes personnages. Et c'est vrai que, voilà, Hypoténuse, Double Peine et Poisson Pilote, le moment où je l'ai laissé partir sur la route tout tranquille, pour moi ça a été une séparation, ça a été compliqué. Et c'est vrai que j'aimerais bien les retrouver, quoi. Vous auriez des conseils pour nous? Des conseils pourquoi? Pour l'écriture, pour... manger sain? Pour Non. faire de la peinture dans votre chambre? Non, pour l'écriture? Oui. Ouais, pour l'écriture, ouais, j'ai plein de conseils. Mais là, pareil, souvent je réponds en une demi-heure, mais là je vais vous en donner je vous en donner deux en fait. Deux super simples. Ayez les yeux grands ouverts sur tout ce qui vous entoure. Regardez, observez. Et il y a une chose, moi, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est apprendre à écouter. Apprendre à écouter. C'est pas évident. Quand vous discutez avec des copains, avec des copines, on va vous parler, on va vous dire des choses. Et la capacité d'écoute, c'est une capacité qui se travaille. Et c'est vrai qu'apprendre à écouter, ça c'est un autre conseil que je peux vous donner. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir, c'est quelque chose qui va vous enrichir. Et à partir de là, vos idées vont arriver. Et c'est comme ça que vous réussirez peut-être effectivement à écrire des livres. Pourquoi avoir choisi le titre « La mémoire des anciens » ? La mémoire des anciens. Et bien justement, là, on est sur un sujet sensible. Effectivement, le sujet de l'hérédité, de l'héritage. Et moi, c'est quelque chose en fait qui m'a beaucoup questionné quand j'étais ado. Où à un moment, effectivement, je me suis détaché un petit peu de mes parents. Et puis à un moment, je les ai retrouvés, bien plus tard. Et je me suis dit, bah ouais, c'est mes parents quand même. C'est ma mère, elle m'a porté, c'est ma mère, elle m'a nourri. C'est mon père, il m'a appris des trucs. Il m'a amené en balade, il m'a expliqué, il m'a raconté son enfance. Et j'ai pris conscience de ça. Et à un moment, je me suis aperçu qu'en fait, mes parents, c'était pas que des papas et des mamans, c'était aussi des personnes qui avaient eu leur propre histoire, qui étaient vivants. Et moi, c'est un thème récurrent dans mes livres. Et pour moi, la mémoire des anciens, c'est ça. C'est quelque chose, il faut en tenir compte. Ce que vous traversez, ce qu'on traverse tous, en fait, il y a d'autres qui l'ont traversé avant nous, qui en ont tiré une expérience, et il y a d'autres qui ont voulu partager cette expérience avec les générations à venir. Moi, c'est quelque chose que je fais quand j'écris, sans vouloir donner des leçons, mais juste en ouvrant une porte et en me disant, ok, regarde ce qu'il y a de l'autre côté, ça se trouve ça va te plaire, tu peux y aller, si tu n'as pas envie, tu restes dans la maison, il n'y a aucun problème, je force personne. Et pour moi, la mémoire des anciens, c'est ça. C'est quelque chose qui existe, qui est là, qui est présent. Et tu peux picorer dans la mémoire des anciens. Tu peux prendre des choses qui te plaisent. Tu peux l'ignorer, et puis après essayer de te construire toi-même tout seul. Mais c'est compliqué, ça. Et puis des fois, tu peux aller chercher dans la mémoire des anciens. Et il y a des trucs super. Bonjour, je m'appelle Anne. Combien de livres vous avez vendus? Vendus? Oui. Sur les 7 de Babylone? Oui. J'en sais rien. Ah bon? Non, je ne sais pas pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que tous les ans, tu as ce qu'on appelle un relevé de droit, un relevé de vente, et je ne l'ai pas encore reçu. Et ça te fait un décompte de tous les livres qui ont été distribués, tous les livres qui ont été vendus, tous les livres qui ont été lus. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas encore les résultats des ventes pour les 7 de Babylone. Mais du coup, combien d'argent vous avez gagné? Suffisamment pour m'acheter un chapeau de cow-boy. Ah ouais. Et puis encore une question ici, et ce sera, je sais que ça va être un drame, la dernière. Pourquoi avoir choisi la cité de Babylone? Alors c'est venu comme ça. Quand j'écris le bouquin, tu vois, je savais qu'il me fallait des gens qui reviennent d'entre les morts, des personnalités célèbres. Et puis il me fallait un chiffre. Le chiffre 7, c'est pas mal. C'est un chiffre impair. Donc voilà, c'est un chiffre, je dirais, de déséquilibre.
Il y a les 7 samouraïs, il y a les 7 mercenaires, il y a les 7 merveilles du monde. C'est un chiffre, il y a les 7 jours de la semaine, c'est un chiffre qui va bien. Et puis j'ai commencé à réfléchir au titre, je me suis dit les 7 de Babylone. Et puis je me suis dit ouais, Babylone, je trouve que c'est un nom qui claque bien, c'est une chanson, c'est un nom qui est une ville qui est utilisée dans les chansons de reggae. Je crois qu'il y a une chanson de Bob Marley qui évoque Babylone. Il y a une chanson française aussi qui évoque Babylone, qui s'appelle Babylone tu déconnes. Et je trouve que c'est un nom qui marchait bien. Il nous fallait les 7 merveilles. Et je me suis dit, tiens, ok, ouais, la cité de Babylone. C'est quelque chose qui fait rêver, quoi. Puis c'est un nom qui a une sonorité qui est agréable. Donc le titre est arrivé comme ça, les 7 de Babylone. Et puis c'est comme ça que j'ai choisi.